Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, votre Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien. Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est évité par l'industrie. Pire, il est enterré, ce sujet, sans trop faire attention. Je parle évidemment de la production du cannabis qui n'est pas douce pour l'environnement. Quand je le dis gentiment comme ça en plus, on dirait que ce n'est pas un problème. La production du cannabis n'est pas douce pour l'environnement. C'est plate, mais c'est comme ça. En fait, la production du cannabis détruit la nature. Pas toujours et pas obligatoirement. S'ils ne font pas attention, les producteurs autorisés canadiens vont s'aliéner leur clientèle la plus jeune, pour qui la protection de l'environnement est un vrai sujet. Ces jeunes de 18 ans et plus, selon les provinces, eh bien, ils sont les consommateurs du futur. Ce sont leurs exigences qui vont conditionner les pratiques de l'industrie. On n'a qu'à penser à l'épisode du recyclage des pots de plastique qui est avant tout le résultat de la pression des consommateurs. La SQDC, une excroissance de la SAC, la Société des alcools du Québec, toujours, elle, incapable de procéder au recyclage de ses contenants de verre en 2022, la SQDC, donc, s'est vue imposer un calendrier plus agressif par sa propre clientèle. C'est un fait. Voilà comment le marché peut parfois s'exprimer très clairement. Déjà, on voit que certains producteurs ont compris que les consommateurs les plus jeunes cherchent d'autres produits et de meilleures promesses. Je pense par exemple aux produits d'origine nature, niaise pas avec le POC. Il s'agit juste d'une variété d'hybride à dominance sativa sous forme de fleurs moulues. Ça m'a immédiatement fait penser quand j'étais au cégep et que les gens se roulaient des cigarettes avec du tabac à rouler déjà préparé. C'était à la fois folklorique et intelligent. Intelligent pour sauver des sous, mais ça donnait quand même le cancer. En 2022, la mode du produit à rouler déjà prêt revient. Sera-t-il remplacé par le joint industriel parfait? C'est ce que l'histoire nous indique. En tout cas, quand on regarde l'évolution de la consommation du tabac, on est arrivé, après 2 siècles, à la cigarette industrielle. Ça va se passer beaucoup plus rapidement dans le cannabis. La vraie question, c'est combien de temps avant que ça arrive? Donc, le futur de l'industrie du cannabis au Québec dépend uniquement de la vision de la SQDC. Pour l'instant, la SQDC semble très frileuse, disons, à l'idée de vendre des joints qui ressemblent parfaitement à un module classique. Un peu comme à l'époque du cégep, la SQDC veut que ces joints soient folkloriques avec un petit bout torsadé. La SQDC, bien sûr, représente la frilosité des Québécois envers le cannabis. Frilosité déjà mesurée depuis le tout début de la légalisation dans la plupart des sondages. Cette frilosité représente l'état d'esprit des Québécois, pas celui du parti au pouvoir. Mais une industrie qui n'écoute pas ses consommateurs finit toujours par les décevoir. Et le cannabis a ceci de particulier qu'il existe un marché noir. Et donc un plan B très fonctionnel. Parlant de marché noir, cette semaine, la SQ, la Sécurité du Québec, a arrêté un groupe d'individus accusés d'avoir revendu 8 millions d'alcool illégalement. Imaginez, un marché noir de l'alcool en 2022. C'est incroyable. Alors voici ce que je vous propose aujourd'hui comme exploration. Dans un premier temps, on va voir quels sont les dégâts causés à l'environnement par l'industrie du cannabis. Pas des opinions, pas la mienne en tout cas. Des faits, si possible, juste des faits. Ensuite, on va regarder quelques entreprises qui se distinguent favorablement et on va regarder les gestes qu'elles posent. Finalement, je vais vous présenter une solution inédite au Québec pour le recyclage intelligent des débris générés par l'industrie. Je crois que c'est une solution inédite. Peut-être une très, très, très bonne mauvaise idée, mais Top Pot, c'est aussi une sorte de remue-ménage permanent. Et c'est légal.
OK, c'est l'heure de mon café, hein, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité. C'est mon habituel. Une seconde. Et MJ! Oui, mon habituel, s'il te plaît. Ouais, ça te fait bien, les cheveux courts, comme ça. Super. OK. MJ, c'est la barista, Marie-Jeanne. Je disais quoi? Ah oui! On commence par examiner la nature des dégâts causés à l'environnement par l'industrie du cannabis. Et on va parler d'une manière générique, hein, on vise personne en particulier. Pour commencer, on va examiner ce qui est invisible. Ce que l'on ne voit pas existe quand même. J'en entends dans le fond du café qui disent « Mais de quoi tu parles, Luc? » On se calme, ça s'en vient. Et c'est pas compliqué pour aborder ce sujet. Il y a un papier incontournable écrit par Evan Mills, que j'ai mentionné dans l'épisode 92. Mills n'est pas un spécialiste du cannabis, c'est un spécialiste de l'énergie. Il écrit sur plein de sujets différents. Voici d'ailleurs la description de ses activités sur sa page personnelle. Identifier les utilisations dormantes de l'énergie et donner aux consommateurs, aux décideurs et aux acteurs non traditionnels du marché les moyens de tirer parti des gains d'efficacité, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'amélioration de la résilience et d'autres avantages non énergétiques. C'est un beau programme, non? En 2012, Mills publie donc The Carbon Footprint of Indoor Cannabis Production. En français, l'empreinte carbone de la production de cannabis en intérieur. Pour que l'on ne me prête pas une opinion mal informée, voici le résumé de son papier. Je rappelle que Mills a écrit les résultats de sa recherche il y a 10 ans déjà. Voici ce qu'il dit, en gros. L'industrie émergente de la production de cannabis en intérieur, qu'elle soit légale dans certaines juridictions ou illicite dans d'autres, eh bien, les deux utilisent des procédés à forte intensité énergétique pour contrôler les conditions environnementales pendant la culture. Cet article estime la consommation d'énergie pour cette pratique aux États-Unis à 1 % de la consommation nationale d'électricité, soit 6 milliards de dollars par an, en 2012. Les analystes de l'énergie, les responsables politiques, ne se sont pas encore penchés sur cette utilisation de l'énergie. La croissance incontrôlée de la demande d'électricité dans ce secteur brouille les prévisions énergétiques et occulte les économies réalisées grâce aux programmes et politiques d'efficacité énergétique. Si la criminalisation a contribué à l'intensité énergétique substantielle, la légalisation ne changerait pas la situation de manière significative sans des efforts annexes pour gérer l'utilisation de l'énergie, fournir des informations aux consommateurs par le biais de l'étiquetage et d'autres mesures. Si les prix des produits chutaient à la suite de la légalisation, la production en intérieur, selon les pratiques actuelles, pourrait rapidement devenir non viable. Fin de la citation. Juste une seconde. Eh, merci, MJ. Aujourd'hui, j'ai combiné avec une boisson énergétique bio. Donc, ça cogne des deux côtés. Alors, si je devais résumer le résumé du papier de Mills, il suffirait de dire que personne n'a pensé réellement aux conséquences de la culture intérieure du cannabis il y a 10 ans. Et j'ajouterais personnellement que le Canada n'y a pas songé davantage depuis l'arrivée du cannabis médical en 2014. Mills, lui, calcule la consommation de toute la machinerie qu'il trouve sur les sites de culture intérieure. Éclairage, ventilation, déshumidification, climatisation, chaleur ambiante, injection de CO2, le séchage et finalement l'énergie utilisée par les véhicules utilisés. Ces conclusions en 2012, encore une fois plus ou moins texto, les pratiques actuelles de production et de distribution de cannabis en intérieur entraînent une consommation d'énergie et des coûts prodigieux, ainsi qu'une pollution incontrôlée par les gaz à effet de serre. Bien que l'analyse comporte diverses incertitudes, les conclusions qualitatives générales sont solides.
Une analyse plus approfondie et une plus grande transparence des impacts énergétiques de cette pratique pourrait améliorer la prise de décision des décideurs politiques et des consommateurs. Fin de la citation. Voyez déjà que Mills introduit le consommateur dans l'équation, et je pense que c'est capital. Depuis ce papier en 2012, Mills poursuit sa veille et il réactualise ses chiffres en 2021. Je vous donne quelques exemples qui démontrent que la culture intérieure du cannabis exige une des formes de consommation les plus intensives de carbone. Allez, quelques niaiseries. Consommer un joint est l'équivalent de faire 35 km dans une voiture comme la Prius. Aux États-Unis, la culture de cannabis en bunker représente l'équivalent de 3 millions de voitures sur les routes. Produire un demi-kilo de pot nécessite 400 fois plus d'énergie que la fusion de la même quantité d'aluminium à 660 degrés Celsius. Dans certaines régions des États-Unis, il y a des pannes de courant causées par des pics d'utilisation des cultures en bunker. Côté déchets, Mills donne l'exemple de l'emploi de la laine de roche qui est assez parlant. Une petite culture intérieure de genre 100 000 pieds carrés utilise de 14 à 34 000 pieds cubes de laine minérale par cycle, par récolte. Un producteur habile peut multiplier par 6 ou 7 ce cycle et va se trouver à rejeter dans la nature entre 84 000 et 204 000 pieds cubes de laine minérale s'il fait 6 récoltes par année. Ça équivaut, j'ai calculé, à 88 containers de 40 pieds. Bien remplis, là. Dur. Le plus intéressant pour moi dans ces découvertes, Mills ne peut confirmer que les opérations de culture intérieure légales consomment moins d'énergie que les opérations illégales. En fait, dans ma tête, ils en consomment plus, les légales, parce qu'il y a plus de machinerie. Il avance, Mills, aussi, que l'énergie solaire ne peut fournir une usine de culture car le ratio de la surface nécessaire est de 25:1. En gros, cela veut dire que si tu cultives sur 1 acre à l'intérieur, il faut installer des panneaux solaires sur 25 acres. Je ne connais pas beaucoup de producteurs autorisés qui ont accès à une telle superficie juste à côté de leurs opérations. Les conclusions plus récentes de Mills n'inspirent pas confiance pour la suite. C'est le minimum qu'on puisse dire. La légalisation ne réglera pas ce problème aux États-Unis. En fait, la légalisation a augmenté la taille du problème. Personne ne semble avoir remis en cause les chiffres de Mills depuis leur publication. Sa recommandation finale? La culture extérieure est la seule route commerciale et énergétique possible dans le futur. Cette culture extérieure, pour satisfaire tout le marché américain, n'occuperait que 0,01% des terres cultivables américaines. Mills propose en vrac d'autres solutions. À court terme, tous les produits non floraux devraient être cultivés à l'extérieur. Les règles du jeu devraient être équitables. Pour cela, il faut éliminer les subventions et ou encourager les cultivateurs de plein air. Il faut un étiquetage qui mentionne la provenance du produit comme étant intérieur ou extérieur, in ou out, et la quantité d'émissions de carbone. Il faut sensibiliser les détaillants aux enjeux environnementaux en informant adéquatement les cannaboristes. Cette semaine, j'utilise ce mot pour remplacer budtenders en français, selon le mot inventé par Julien Raymond, le maître cultivateur et propriétaire de Juste Feu. Il m'a aussi tout simplement proposé le mot herboriste. Alors maintenant, en 2022, qui discute de la pollution de l'environnement causée par l'industrie du cannabis au Québec? Et au Canada? OK, Mills est un incontournable depuis 2012. Et d'autres maintenant suivent ses traces, comme le chercheur Zhonghua Zheng de l'Université de l'Illinois, qui publie une recherche en 2021 qui porte le titre suivant: Examen narratif des incidences environnementales de la culture du cannabis. Ainsi, la pression sur l'eau créée par l'industrie du cannabis est toujours plus vraie que jamais. La détermination des meilleures pratiques de gestion et des technologies comme l'irrigation de précision viennent immédiatement à l'esprit pour réduire les impacts à la fois sur la consommation, mais aussi sur la qualité de l'eau. Zheng s'intéresse aussi à un sujet dont j'entendais parler seulement pour la deuxième fois:
la qualité de l'air dans les salles de culture intérieure. Il avance que l'on sait peu de choses sur la qualité de l'air dans le contexte de la culture intérieure du cannabis. Le problème viendrait des COV et des COVB en particulier, les composés organiques volatiles biogènes. Voici ce que dit Wikipédia. Les COV sont des composés organiques pouvant facilement se trouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère terrestre. Ils constituent une famille de produits très large. Ces composés ont la particularité d'avoir un point d'ébullition très bas. Ils s'évaporent ou se subliment facilement depuis leur forme solide ou liquide. Cela leur confère l'aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission, entraînant ainsi des impacts directs et indirects sur les animaux et la nature. Fin de la citation. Ces composés organiques volatiles biogènes, les COVB, et la fertilisation auraient donc un impact sur la qualité de l'air dans les bunkers de culture. Dans le fond, ce papier est une sorte de canari qui tente d'avertir les autorités et les consommateurs des problèmes qui s'en viennent si on ne fait rien. Que sait-on de la qualité de l'air dans les milieux de culture intérieure? Rien. C'est d'autant plus intéressant que l'industrie elle-même bat le tambour pour rappeler à chaque fois qu'elle le peut que le cannabis a une réelle capacité d'absorption des métaux lourds dans le sol, par exemple. Alors, c'est quoi qui manque pour que l'industrie corrige la situation? Bien, il faudrait d'abord que le gouvernement canadien allume. Ce gouvernement ne veut pas ou ne peut pas faire la relation entre l'industrie qu'il a créée de toutes pièces et l'impact environnemental causé par son activité. Voici plus ou moins texto la conclusion du texte de M. Zeng. Il y a un manque de principe systémique pour la culture durable du cannabis parce que ses impacts environnementaux restent peu clairs. Dans le sillage de la légalisation sans précédent du cannabis, il est urgent de procéder à une révision complète de son évaluation environnementale. Fin de la citation. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'attitude de Santé Canada est cohérente. Elle permet déjà aux producteurs autorisés canadiens l'utilisation d'au moins 96 produits agrotoxiques. J'en entends dans le fond du café qui disent « Pis le... » Je vous donne un autre exemple. C'est le titre d'un article sur le site de Radio-Canada. Des grands révolutionnaires. Santé Canada veut autoriser plus de pesticides glyphosate sur des aliments. Pour les légumineuses et les noix, le Canada est prêt à devenir moins exigeant que les États-Unis et la Chine. Fin de la citation. Dernière nouvelle, Santé Canada a reculé suite aux pressions de la société civile. Je vous donne maintenant un exemple québécois. C'est un titre. La CAQ refuse de hausser la redevance sur l'eau. C'est le titre du journal révolutionnaire La Presse. L'eau manque partout dans le monde, mais pas au Québec. Alors on la donne, notre eau. Au Québec, l'eau vaut 70 $ par million de litres. En Italie, 2 000. Au Danemark, 10 000 $ par million de litres. Donc on compare le Québec, 70 $ par million de litres, au Danemark, 10 000 $ par million de litres. Comment penser que le gouvernement provincial comprend mieux le problème que le gouvernement fédéral? Les deux n'y pensent pas. Les 2 milliards de litres d'eau embouteillée au Québec rapportent aux Québécois seulement 150 000 $ en 2018. En Ontario, la même année, 23 millions. 150 000 $ d'un côté, au Québec, 23 millions de l'autre. Le problème est là. Non seulement on gaspille l'eau, mais on la donne à ceux qui devraient la payer à son juste prix. OK. On vient de faire le tour de ce qui est invisible. Pour vous parler de ce qui est visible, mais que l'on cache, je partage un article de Lester Black paru dans un journal de la région de Washington aux États-Unis. Son article est intitulé « L'industrie du pot de Washington a un problème de déchets de 1 million de livres ». Comme au Québec, les gens de Washington présentent avec fierté les sommes dépensées par les consommateurs pour acheter du cannabis. Et le montant des taxes perdues, oh là là! Ah, les taxes perçues! Et v'lan dans les dents sales du marché noir. Tout le monde est content. Et hop, on passe à la prochaine récolte. Mais il y a un chiffre que personne n'ose prononcer. 1,7 million de livres. 1,7 million de livres de quoi?
1,7 million de livres de déchets végétaux produits par l'industrie du cannabis de l'État de Washington. 1,7 million de livres simplement jetés dans des décharges publiques sans jamais plus y penser. 1,7 million de livres de déchets produits depuis la légalisation en 2014 jusqu'en 2017, je crois. Ces chiffres sont disponibles car, comme au Canada, les producteurs sont obligés de tenir des registres précis pour établir, au gramme près, la quantité de déchets qui, normalement, seraient compostables. Mais personne ne sait dans l'État de Washington comment ces déchets ont été traités. Faire le tour des grandes entreprises de compostage révèle rapidement que l'industrie du cannabis n'a pas utilisé leurs services, ce qui veut dire que tous les déchets de l'industrie privée sont pris en charge par le citoyen. Oui, le compost industriel que l'industrie du cannabis aurait pu générer n'existe pas parce qu'il n'y a pas de volonté de recycler. Ce n'est pas une question de moyens, car il y a des gains d'argent en bout de ligne. Santé Canada pourrait certainement calculer au demi-gramme près les millions de tonnes de résidus recyclables qui finissent dans les décharges publiques, mêlés à de la litière de chat, pour que personne ne vienne se faire des cure-dents avec les branches de cannabis dégarnies de leurs fleurs. Santé Canada a tout en main. Si elle ne le fait pas, c'est qu'il n'y a pas assez de pression sur l'industrie pour que ces pratiques deviennent plus vertes. Je pourrais continuer d'explorer les problèmes causés à l'environnement par l'industrie du cannabis partout dans le monde. Je ne vise pas le Québec ou le Canada en particulier, d'où la présence de quelques exemples américains. Donc, plutôt que de continuer à explorer les problèmes, je passe dès maintenant aux solutions mises en place par certaines entreprises. Par pudeur, je vais me cacher derrière un article de Salina May Perry. C'est une Albertaine qui s'intéresse au cannabis et qui est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'environnement de l'Université Royal Roads à Victoria. Madame Perry commence par affirmer qu'un fort taux de THC ne suffit plus pour beaucoup de consommateurs canadiens de cannabis qui désirent réduire leur empreinte environnementale. Si de plus en plus de gens lisent les étiquettes des produits disponibles au supermarché, pourquoi le cannabis échapperait-il à cette tendance? Son article présente plusieurs entreprises canadiennes qui tentent de bien faire les choses. Comme la Colombie-Britannique a la réputation d'être la province la plus verte au Canada, je commence par la gamme Simple Bear de Rubicon Organics. Voici les mesures mises en place par ce producteur autorisé. 1. Rubicon Organic utilise des serres hybrides avec des lampes LED à haut rendement. Bravo! 2. La culture se fait dans un sol vivant. C'est quoi un sol vivant? En gros, c'est une gang de microbes qui collaborent pour décomposer de la matière organique qui, à son tour, fournit une nutrition précieuse aux plantes. Un sol vivant, c'est encore de l'invisible qui constitue de la diversité génétique du sol pour faciliter l'absorption des nutriments par le système racinaire. Un sol vivant nécessite moins d'arrosage, donc moins d'eau, et une meilleure aération. 3. Beaucoup d'intrants sont d'origine locale. Vous voulez des exemples? OK. De l'écorce de sapin Douglas, des vers de terre du coin, du varech et de la farine de poisson. Tout ça du coin. 4. Rubicon a obtenu une certification bio de la Fraser Valley Organic Producers Association. Il s'agit là d'une des recommandations de Heaven Mills que l'on a vu plus tôt. C'est bien de faire, mais il faut aussi faire savoir. Les consommateurs lisent les étiquettes, surtout les plus jeunes. Les maudits vegans. 5. La société met en place un système pour réutiliser le CO2 et un autre pour recycler 100% de l'eau de pluie. Elle croit aussi être capable un jour de créer un environnement totalement carboneutre. Le deuxième producteur autorisé mis en vedette dans l'article vient aussi de la Colombie-Britannique. Il s'agit de Good Buds, une entreprise familiale. Et je le dis tout de suite, pour ceux qui pensent que du pot bio c'est moins bon, Good Buds a gagné des prix pour ses concentrés. Voici les mesures qu'ils ont mis en place. 1. Good Buds cultive dans des conteneurs recyclés. 2. Tous les produits, y compris les extraits, sont certifiés biologiques. 3. Toutes les extractions sont effectuées sans produits chimiques. 4. La ferme récupère toutes les eaux de pluie disponibles. 5. Toujours faire et faire savoir, la ferme a aussi une certification bio. 6. Good Buds fait un milieu de culture à base de sol vivant. Et finalement, 7. Et j'aurais pu mettre cette mesure en première place, Good Buds est le premier employeur de la Colombie-Britannique certifié Living Wage dans le secteur cannabis.
C'est quoi un living wage? C'est ce qui permet de ne plus utiliser l'expression « un travailleur pauvre ». Le living wage est un revenu d'intégration calculé sur le montant horaire minimum dont une famille a besoin pour couvrir ses dépenses de base. Ces dépenses de base incluent la nourriture, les vêtements, le logement locatif, la garde des enfants, le transport et une petite épargne pour couvrir les maladies ou les urgences. Ça me fait à la fois penser et rigoler. Je me souviens d'avoir lu il y a quelques mois un article qui disait que c'était peut-être le temps de retourner travailler chez McDonald's si c'était plus payant qu'un job dans le cannabis. On entend souvent parler d'un PDG québécois dans le cannabis qui a gagné 60 millions de dollars canadiens en un an. Cela ne fait que cacher le modeste niveau de rémunération des employés d'une industrie qui tente désespérément de se sortir la tête de l'eau. La troisième entreprise qui est donnée en exemple et que l'on va regarder ensemble est T-God, T-G-O-D. L'article prétend que T-God cultive un mode de vie, rien de moins. Basé en Ontario, la vision 360 degrés de T-God inclurait aussi l'emballage, les vêtements du personnel, etc., etc. J'adore le fait qu'ils ont créé un programme de bon voisinage. Ils cultivent sur place des fruits et des légumes qu'ils donnent ensuite aux banques alimentaires locales. Je dois avouer que je retrouve dans cette action les fondements des 4 plans maison. Qu'est-ce que tu veux dire, Luc? Dans le fond du café. L'idée ne sera jamais de transformer les citoyens en maîtres cultivateurs. C'est une niaiserie que de penser que c'est possible. Le but est plus simple et il est noble. Il consiste à se familiariser avec les plantes pour réaliser qu'il est beaucoup plus facile de faire pousser des concombres ou des tomates que du cannabis. Personnellement, je trouve que cela donne de la valeur à la production des PA canadiens, des producteurs autorisés canadiennes. T-God partage souvent des images des employés qui jardinent et je trouve ça génial. Voici donc, sans plus attendre, les mesures mises en place chez T-God. 1. Des serres hybrides avec un système d'éclairage solaire, LED. 2. Un système de récupération des eaux de pluie pour réduire la consommation d'eau et d'électricité. 3. Une culture en sol vivant. 4. Les installations ont été bien pensées en amont pour être construites aux normes LEED. LEED, c'est Leadership in Energy and Environmental Design. 5. Vous avez lu l'article du journal La Presse publié le dimanche 20 février intitulé « Il faisait jour la nuit ». Il s'agit d'un article d'Ariane Kroll sur la pollution lumineuse causée par la lumière nocturne émise par les serres toundra à Saint-Félicien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est tellement incroyable comme résultat que des citoyens réclament une loi contre cette pollution lumineuse. Pour éviter ce genre de désastre environnemental, T-God a installé des rideaux noirs. Bon, j'avoue qu'il est vrai aussi qu'il paraît que c'est mieux pour la production. 6. Ça, c'est fort. Très fort. T-God est devenu le premier producteur bio certifié au Canada à obtenir la certification des bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne, BPF-UE ou GMP-EU. 7. T-God serait aussi le premier producteur autorisé à réaliser un plan environnemental de sa ferme ou pour sa ferme. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de plan agro-environnemental conçu pour évaluer les risques environnementaux et être capable de prendre des mesures, si nécessaire, tout en mesurant les progrès en cours pour atteindre des objectifs environnementaux précis. Et finalement, 8, T-God participe à des programmes qui encouragent la biodiversité. L'article présente 2 autres producteurs autorisés qui proposent d'autres belles solutions. Je crois qu'il est inutile d'en faire plus. Vous avez compris maintenant le genre d'initiative qui apporte un soulagement à l'environnement et peut-être des retours sonnants et trébuchants pour les producteurs autorisés. Sûrement un hasard, il y a dans cet article aucune entreprise du Québec. OK, je me résume. 1. On a vu comment causer des dégâts à l'environnement en cultivant la plus belle plante au monde. Et c'est facile. 2. Ensuite, on a vu comment certains producteurs autorisés ont relevé le défi. Et 3. On est rendu à 3. Je vous ai dit au début de l'épisode 93 que j'allais vous présenter une solution inédite au Québec. Enfin, je crois qu'elle est inédite, mais ce n'est pas important qu'elle le soit ou non. Donc, je veux vous parler du biocharbon. C'est quoi le biocharbon?
Selon mon dictionnaire, c'est un matériau poreux analogue au charbon obtenu par la combustion de bois et de biomasse par la pyrolyse. Et c'est quoi la pyrolyse? C'est simplement une décomposition chimique obtenue par la chaleur. Le verbe pyrolyser existe. Je pyrolyse, tu pyrolyses. Mais l'industrie ne pyrolyse pas encore. Je ne vais pas vous décrire un réacteur à pyrolyse. C'est trop facile de trouver des plans sur le web. Et il existe plusieurs variations, plusieurs tailles. On peut être dans le réacteur familial ou dans le réacteur industriel. Genre un réacteur usine ou un petit réacteur dans une cour qui ressemble à un four à pain. Dans le Minas Gerais, au Brésil, les petits réacteurs ressemblent parfois à des igloos. C'est très, très joli et très brésilien. On y fait du biocharbon avec de l'eucalyptus et du bambou dans ce coin-là. Je pense entre autres à la ville de Santa Barbara. Alors, on peut mettre n'importe quoi qui contient de la cellulose dans le four réacteur et hop, on se retrouve ensuite avec un produit qui ressemble à du charbon. Ce qui est nouveau, c'est que le chanvre semble être destiné à être le matériau idéal pour fabriquer du biocharbon. J'en entends encore dans le fond du café qui disent « Luc, c'est des patentes industrielles, ton truc! » Oui, c'est vrai, mais vous aussi, vous pouvez l'utiliser. C'est ce que je tente de vous dire. Autant le four réacteur dans votre cour que d'un produit chez BMR. On peut acheter le produit de biocharbon en sac de 9 litres chez BMR pour 13,98 $. Alors, les forts en maths vont vite faire le calcul. Au lieu d'acheter de la litière de chat pour la mélanger moitié-moitié avec les déchets végétaux issus de la production de cannabis, une simple transformation préhistorique, je veux dire avec presque zéro technologie, bien, ça donne une valeur ajoutée réelle aux déchets de cannabis. Voici comment la compagnie Charbon de bois Feuille d'érable décrit son produit d'amendement de sol. Le biocharbon Feuille d'érable est un amendement naturel de sol 100% végétal reconnu depuis des centaines d'années. Ce biocharbon est produit par la carbonisation de biomasse forestière. Son utilisation dans les cultures végétales apporte plusieurs avantages. On voit que les déchets de l'industrie du cannabis ont de la valeur, beaucoup de valeur. Et là, je vais commencer par vous donner un exemple de produit à valeur ajoutée, beaucoup de valeur ajoutée, qui pourrait être fabriqué à partir de déchets de l'industrie du cannabis. Le biocharbon de chanvre est un ingrédient incroyable pour créer un savon de la plus haute qualité. Les effets du biocharbon de chanvre, sa capacité d'absorption provenant de sa porosité incroyable, eh bien, ça fait merveille. Mais tout ça n'a pas été inventé récemment. Hippocrate mentionne son utilisation et avant lui, les Égyptiens. L'histoire du biocharbon, aussi appelé charbon actif, est liée à la production de métals comme le cuivre et le bronze. Ses propriétés médicales sont recherchées sur tous les continents, car on s'aperçoit rapidement qu'il peut purifier l'eau, l'air et le corps. Il est vendu dans les pharmacies en France dès le 19e siècle. On l'utilise aussi pour les filtres d'aquarium et les masques à gaz. Il apparaît ensuite, grâce à ses propriétés antitoxiques, un peu partout dans les systèmes de filtration d'air et même dans les hottes de cuisine. Le biocharbon est apprécié par la médecine qui l'utilise pour lutter contre les problèmes d'estomac, entre autres. Mais bien avant les médecines modernes, les Autochtones de l'Amérique du Nord consommaient ce type de charbon en poudre pour les mêmes raisons. Vous avez des problèmes d'eau? Le biocharbon filtre le chlore et même les métaux lourds. Les Japonais, qui ont un culte de l'eau propre, utilisent du charbon actif depuis très longtemps pour la purifier. Dans les villes où on produit du saké, l'eau est décrite avec des goûts particuliers et elle fait partie du patrimoine local. Le charbon actif est aussi utilisé pour l'hygiène bucco-dentaire. Si vous êtes à l'affût de ce qui se passe dans l'industrie de la beauté, vous n'êtes pas surpris ou surprise par mes exemples. Je vous propose donc au pas de course, sans être exhaustif, plusieurs autres utilisations moins connues, mais très pertinentes du biocharbon. On peut se servir du biocharbon en chimie pour détacher les vins comme le champagne. On s'en sert aussi pour décolorer le sucre, décaféiner le café ou capter des hydrocarbures en suspension dans l'eau. Dans le secteur industriel lourd, on l'utilise pour traiter l'air contaminé aux composés organiques volatiles. Un incinérateur de déchets a besoin d'aide?
On injecte du charbon actif dans la fumée pour qu'elle se dépose sur des filtres. Je n'ai pas eu le temps de chercher, mais on peut penser que le biocharbon de chanvre pourrait être utilisé pour contrôler les odeurs du cannabis en production, ce qui constitue toujours la première source des plaintes à Santé Canada, l'odeur du cannabis. Le biocharbon est également utilisé pour extraire l'or, mais aussi dans les supercondensateurs et la production d'azote industriel. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît le biocharbon comme médicament essentiel depuis 1977. Et si on revenait à l'agriculture ou à la culture du cannabis? Le biocharbon propose plusieurs avantages. Il permet de libérer plus efficacement des nutriments dans le sol. Il augmente la rétention de l'eau. Il structure le sol. Il offre aussi une activité microbienne supérieure. Dernier exemple, et celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Le biocharbon permet d'améliorer la conductivité électrique du sol. C'est incroyable. J'ai trouvé cette info sur le site BeHappy. C'est un site français, ça s'écrit B-E, comme dans être, to be, et Happy, API, comme dans agriculture de précision interparcellaire, API. BeHappy est une sorte de coop qui offre des solutions clés en main d'agriculture de précision innovante. Et voici ce que le site dit de la conductivité électrique des sols. Issue de la géophysique, la conductivité est une méthode qui exploite les propriétés de conductance ou de résistance électrique du sol pour en mesurer sa variabilité spatiale. La conductance électrique est la capacité d'un corps à laisser passer le courant électrique. La résistance électrique, celle de limiter le passage du courant électrique. Ces deux grandeurs physiques sont donc similaires, l'une étant l'inverse de l'autre. Fin de la citation. Ce que j'ai appris aussi, c'est que le biocharbon fait avec du chêne ou du frêne aura des propriétés différentes d'un biocharbon fait avec du chanvre, par exemple. Il y a donc des études à réaliser avant de s'emballer. Mais on sait déjà que le biocharbon peut être inoculé avec différents micro-organismes avant d'être mélangé au sol. Il devient donc une sorte de véhicule pour amender les sols en fonction de stratégies précises. Des courageux ont déjà commencé en plus aux États-Unis. Le projet Nexus, N-E-X-U-S, s'intéresse à la caractérisation du chanvre dans un contexte large ou plus large où les fours à pyrolyse sont utilisés. L'énergie dégagée par le four réacteur est recyclée, ce qui permet de réduire les coûts d'opération des fermes. J'ai ajouté un lien dans les notes de l'épisode pour les curieux. Dans le pire des cas, le biocharbon peut devenir un amendement du sol efficace au lieu d'être enfoui. Il y a ici un double gain. Le producteur autorisé ne paye rien pour l'enfouissement et il réduit simultanément sa consommation d'intrants coûteux. Du cannabis engraissé au cannabis. Moi, j'avoue que ça m'amuse. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure. Juste une seconde. Hé, MJ! Merci beaucoup. OK. Oui, ça te fait vraiment bien. Salut. OK, je me ramasse. Est-ce que l'industrie du cannabis détruit l'environnement? C'était la question de départ. On n'a pas réglé le problème environnemental causé par l'industrie du cannabis. Ce n'est pas la mission de Top Pot. Mais j'espère qu'on en sait, vous et moi, un peu plus sur la problématique. Moi, j'en sais plus que lorsque j'ai commencé. La pression sur l'environnement créée par l'industrie du cannabis est réelle. Elle n'est pas la seule industrie à polluer, on le sait. Mais c'est une industrie récente, légale, qui prétend aussi vouloir sauver le monde. Bon, j'exagère un peu, évidemment. Combien de temps la planète va pouvoir endurer ce stress supplémentaire? Ça dépend des experts. Pour certains, il est trop tard. Pour d'autres, on peut ralentir notre fin du monde. Disons que pour le Canada, c'est foutu. Ouais, disons que c'est trop tard. Que l'industrie, à la fois surtaxée, mais également totalement responsable de ses improvisations, ne s'en sortira pas. Disons que le modèle d'affaires est trop contraignant pour que les producteurs autorisés fassent des profits et puissent continuer. Ce n'est pas mon souhait, vous le savez. On se livre ici à ce qui s'appelle une expérimentation mentale. Si l'industrie canadienne du cannabis disparaissait dans les 5 prochaines années, rien ne changerait pour les consommateurs. Pourquoi je dis ça? Allez acheter des carottes ou des poivrons au supermarché.
Les produits du Chili auront transité forcément par les États-Unis avant d'atterrir au Québec. L'immense majorité des produits disponibles au supermarché au Québec viennent des États-Unis. Le Québec n'a jamais été capable ou désireux de s'organiser pour être indépendant au niveau alimentaire. Sera-t-il capable un jour de produire du pot qui ne taxe pas l'environnement? Dit autrement, est-ce que l'industrie du pot devrait donner l'exemple dans la lutte contre la disparition de l'espèce humaine? Peut-être, peut-être pas. C'est une industrie qui se donne le droit de polluer comme beaucoup d'autres. Et puis, il faudrait un vrai leadership, peut-être même une vision si on était chanceux. Une vision, donc, du gouvernement fédéral sur la place et le futur de l'industrie du cannabis. Pour l'instant, on a le moins bon partout. L'industrie pollue et n'est presque pas économiquement viable, rentable. Ça regarde mal, hein? Mais les consommateurs ne manqueront jamais de produits qu'ils viennent des États-Unis, du Mexique ou de la Colombie. Il y a zéro angoisse. J'ai pu trouver des chiffres de l'industrie américaine. Il n'y a rien de ce genre au Canada. Mais il y a de l'espoir. Beaucoup. J'ai pu trouver des chiffres de l'industrie américaine. Il n'y a rien de ce genre au Canada. Le nombre de PA américains qui cultivent uniquement en serre a augmenté de 8 % entre 2016 et 2020. Pour la culture extérieure, pour la même période, l'augmentation est de seulement 2 %. Mais c'est une augmentation quand même. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une révolution. Mais on peut certainement évoquer une prise de conscience. L'industrie fait ses choix. Le consommateur aussi. Quand le consommateur, qui a vite compris les enjeux polluants des pots de plastique, pourra articuler sa demande de produits qui ne nous précipitent pas vers la fin du monde, d'autres modèles de production émergeront. C'est forcé. Quand les cannaboristes de la SQDC comprendront les enjeux de la pollution dans l'industrie, ça va améliorer la situation également. Qui se souvient qu'on pouvait fumer dans les avions un jour et que le lendemain, c'était interdit? Moi, je m'en souviens. Vous êtes peut-être trop jeune. Si vous êtes trop jeune, c'est à vous de faire changer l'industrie du cannabis. Dans ce contexte, ma présentation du biocharbon comme vecteur écologique et économique est fondée sur l'espoir d'une vraie prise de conscience. Mais je suis conscient aussi qu'il s'agit peut-être d'une très bonne mauvaise idée, ce biocharbon de chanvre. Je voulais simplement partager une possibilité et peut-être susciter d'autres propositions. Je veux une économie québécoise du cannabis prospère. Je la veux. Est-ce que les jeunes consommateurs pourront être aussi patients que moi pour voir apparaître des vraies solutions? Je ne crois pas. Pas du tout. Car il en va du futur de la planète. Moi et ma belle, on se dit toujours, on a un certain âge, on se dit toujours, heureusement, on va mourir à temps. En conclusion, le cannabis doit revenir à ses fondements. C'est une industrie maraîchère et le circuit court est aussi bon pour le cannabis que pour la tomate. Vous le savez, tout le monde le sait. Et voilà, c'était le 93e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.